Le titre de ce livre, Études sur les prophéties bibliques, il est écrit par le bien-aimé frère Mark Sapnos. Nous sommes à la fin de la première partie de ce livre. Nous sommes sur la partie des appendices. Nous continuons. Au contraire, les Arabes continuaient à proclamer hautement qu'ils anéantiraient Israël dès que leur puissance militaire le leur permettrait. Ils décrétèrent la guerre économique contre lui, boycottant ses produits et toutes les entreprises qui font du commerce avec lui, interdisant le canal de Suez à tous les bateaux transportant des marchandises provenant d'Israël ou qui lui sont destinées. En outre, l'Égypte bloqua l'accès au port d'Eliat dans le golfe d'Aqiba. Ces mesures s'accompagnaient d'une intense propagande destinée à entretenir la haine du monde arabe envers Israël. Coups de main, actes de sabotage, assassinats se multipliaient. Pour finir, l'Égypte, la Syrie et l'Arabie saoudite concluent un pacte militaire auquel la Jordanie adhéra en mai 1956. Armées et instruites par l'URSS, les troupes égyptiennes se concentrèrent dans la presqu'île du Sinaï avec l'intention d'envahir le nouveau Israël par le sud-ouest du pays. Mais l'armée israélienne déjoua à temps ses desseins en fonçant à l'improviste le 29 octobre 1956 contre les positions égyptiennes. En une semaine, elle anéantit ses adversaires, s'emparant d'un matériel considérable, occupant le territoire de Gaza et la péninsule de Sinaï et mettant fin au blocus du golfe d'Aqiba. Au bout de quelques mois, elle retira ses troupes à la demande des Nations Unies dont les contingents militaires occupèrent la frontière égypto-israélienne occidentale. Il en résulta une diminution des raids meurtriers des Arabes contre les populations israéliennes. D'autre part, la navigation fut rétablie dans le golfe Aqiba, ce qui permit de développer considérablement le trafic du port d'Eliat. En revanche, le canal de Suez resta fermé à Israël et les pays arabes continuèrent à proférer les plus graves menaces contre le jeune État. Encouragés par l'URSS, ils se livraient à des incursions de plus en plus meurtrières à partir de la Syrie, du Liban et de la Jordanie. En 1967, l'Égypte concentra ses troupes dans le Sinaï, exigea le retrait des forces de l'ONU de Gaza et de Sharm el-Sheikh et signa un pacte militaire avec la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Le 23 mai 1967, elle commit un acte de guerre flagrant en fermant les détroits de Tiran à la navigation israélienne. Faisant front à ce qu'il considérait comme une agression, Israël passa à l'attaque le 5 juin 1967. La Jordanie, la Syrie et l'Irak entrèrent aussitôt en guerre, appuyés par l'Arabie saoudite et l'Algérie. Mais en moins d'une semaine, les armées arabes furent anéanties. Le territoire de Gaza, le Sinaï tout entier, la vieille ville de Jérusalem et le plateau syrien de Golan tombèrent aux mains des Israéliens. À l'abri du cessez-le-feu imposé par les Nations Unies, les États arabes continuaient à refuser obstinément de reconnaître Israël et de négocier la paix avec lui. Ils maintinrent leur intention de l'exterminer et organisèrent, en attendant d'être en mesure de reprendre des hostilités, des actes de terrorisme en territoire israélien. Cette situation persista pendant 3 ans jusqu'au 6 octobre 1973, jour de Kippour. C'est ce jour-là que l'Égypte et la Syrie lançaient une offensive combinée sur le canal de Suez et sur les hauteurs du Golan. Après avoir contenu l'assaut de l'adversaire jusqu'à la mobilisation des réserves, les troupes israéliennes parvinrent à repousser les agresseurs et à les acculer à la défensive. Sous l'égide des Nations Unies, les belligérants conclurent un cessez-le-feu auquel succédèrent des accords entre Israël et l'Égypte d'une part et Israël et la Syrie d'autre part.
En exécution des guerriers, en exécution des premiers accords, un traité de paix fut signé le 26 mars 1979 par Israël et l'Égypte, mettant fin à 30 années de guerre entre ces deux pays. Le traité prévoit en outre la normalisation de leurs relations, le retrait des forces israéliennes du Sinaï et de la négociation de l'autonomie des Arabes palestiniens habitant la Judée, la Samarie et le district de Gaza. En dépit de toutes ces épreuves, Israël poursuivit son œuvre constructive. Des centaines de milliers d'immigrants furent intégrés dans la nation, l'industrie, l'agriculture et les voies de communication, ainsi que l'exploitation des sources d'énergie et des richesses minières furent développées. L'État a à sa tête un président nommé pour 5 ans par le Parlement, Knesset. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif à l'aide d'une administration comptant environ 60 000 fonctionnaires. Au début, Tel Aviv était le siège des autorités, mais Israël a toujours considéré la cité de David comme la capitale. En novembre 1949, le Knesset décida donc, contrairement à l'avis de l'ONU, d'y transférer le siège de l'État. Depuis la guerre des 6 jours, Jérusalem est entièrement sous administration israélienne. Elle compte 366 000 habitants. L'armée est issue des organisations des volontaires créées à l'époque du mandat britannique et de la brigade juive qui combattit dans les camps alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les hommes de 18 à 26 ans sont tenus d'y accomplir une période de service de 2 ans et demi. Cette période est de 20 mois pour les femmes célibataires et de 18 à 26 ans. Ces dernières ne sont affectées qu'au service auxiliaire. L'armée joue un rôle considérable dans la vie nationale car elle est un véritable creuset où les divers éléments constituant le peuple israélien sont fondés sur un tout homogène. Développement économique. Israël a une surface de 20 700 km², en parenthèse, non compris les territoires placés sous administration israélienne depuis la guerre des 6 jours, dont 445 km² sont recouverts d'eau. Israël compte plus de 3,5 millions d'habitants. La plus grande partie de la population est établie dans la plaine qui s'étend à proximité de la côte méditerranéenne, où le climat se prête à la culture des fruits, des céréales et du coton, à condition qu'on irrigue le sol. Lors de la fondation de l'État en 1948, il y avait environ 650 000 habitants. L'accroissement survenu depuis lors est imputable avant tout au grand nombre d'immigrants juifs, en parenthèse, 1 million en chiffrons. Lorsqu'on songe qu'en 1862, il n'y avait que 24 000 juifs en Palestine, on mesure l'ampleur extraordinaire de l'évolution qui s'est produite ces dernières années. La plupart des immigrants sont rapatriés aux frais de l'agence juive qui reçoit les contributions volontaires des juifs du monde entier. Un grand nombre d'entre eux sont dans un dénuement complet et ne possèdent ni instruments ni formation professionnelle. Il faut donc dépenser des sommes considérables pour les loger, les instruire et les intégrer dans l'activité nationale. L'État doit créer de nouveaux villages, développer sans cesse des institutions existantes et en organiser des nouvelles. C'est ainsi qu'on a construit depuis 1948 plus de 500 000 logements pour les immigrants. Des efforts particuliers sont accomplis afin de leur apprendre l'hébreu le plus rapidement possible. Vu les difficultés considérables entraînées par la remise en culture d'étendues incultes depuis des siècles, parfois même marécageuses ou désertiques, les immigrants furent contraints de se grouper en colonies afin de mieux conjuguer leurs efforts et aussi d'assurer leur protection. La surface cultivée a passé de 165 000 hectares en 1948 à 485 000 hectares en 1997
en 1997 et celle des terres irriguées de 30 000 à 182 000 hectares. La production agricole a septuplé et couvre 80% des besoins de la consommation. En valeur. Israël est cependant une société très industrialisée et la population rurale ne cesse de diminuer. Des forêts ont été plantées sur 40 000 hectares. Les 9 dixièmes des réserves d'eau sont déjà affectées à ce but et à l'approvisionnement en eau de consommation. Cependant, même une utilisation intégrale des réserves ne permettrait d'irriguer que 40% des terres irréglables. Aussi, l'État espère pouvoir exploiter un jour de manière rentable le procédé découvert par un savant israélien permettant d'assainir l'eau de mer et les eaux saunâtres. La plupart des ressources minières se trouvent dans le Negev. Auparavant, seuls les potasses de la mer Morte étaient exploités. La production s'élève à plus de 600 000 tonnes par an et s'accroît sans cesse. On exploite également le gaz naturel. Du pétrole a été découvert, mais en petite quantité. Les prospections se poursuivent. L'industrie se développe et se diversifie considérablement. L'État s'efforce d'accroître surtout la fabrication de produits destinés à l'exploitation afin de réduire le déficit de la balance commerciale. Néanmoins, 85% de la population industrielle sont encore affectés au marché intérieur et seulement 15% à l'exportation. Le nombre de personnes occupées dans l'industrie a passé de 73 000 en 1949 à 293 000 en 1974. Les industries principales sont, par ordre d'importance, les suivantes: produits alimentaires, métallurgie, construction de machines textiles et confection, produits chimiques et pétroliers, matériel, transport, industrie de diamants. À cela s'ajoute le tourisme qui est devenu une branche majeure de l'économie avec plus d'1 million de touristes par année. Les transports ont subi une évolution semblable à celle des autres branches économiques. Le réseau routier de première catégorie s'étend sur plus de 10 000 km. En revanche, les lignes de chemin de fer sont peu développées car 95% des transports se font par camions et autos. La marine marchande s'est aussi beaucoup développée. Le port principal est Haïfa, dont l'équipement est sans cesse perfectionné. Le second port en eau profonde est Asdod, à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv. Eilat, le troisième port, est situé sur le golfe d'Akiba. L'aviation commerciale est également en plein essor. Le commerce international se développe d'année en année malgré l'opposition de la Ligue arabe. La valeur des produits exportés a passé de 29,7 millions de dollars en 1949 à près de 7 milliards de dollars en 1978. L'essentiel du commerce extérieur israélien se fait avec les pays industrialisés, savoir le marché commun et les États-Unis. Les produits les plus exportés sont les agrumes et les diamants. L'État d'Israël voue une grande attention à l'institution et à l'éducation de la jeunesse, en dépit des charges écrasantes que lui impose la défense nationale, l'immigration et le développement des moyens de production. L'État d'Israël voue une grande attention à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse, en dépit des charges écrasantes que lui impose la défense nationale, l'immigration et le développement des moyens de production. Il est parvenu à créer un ensemble scolaire complet allant de l'école enfantine à l'université. L'instruction primaire est obligatoire et gratuite pour les enfants de 5 à 16 ans. Les études secondaires furent 4 ans. Les études secondaires durent 4 ans. L'enseignement supérieur est donné dans cette institution comptant 54 000 étudiants. Nous entrons dans l'autre grande partie de ce livre,
Grand 2, petit 3, les nations. Grand 2, petit 3, les nations.